En décembre 2021, un cataclysme s'abat sur le monde de l'IT. Log4Shell, une faille qui présente les pires problèmes, présente dans un très grand nombre d'applications, surface d'attaque extrême, exploitable en masse. C'est un week-end de travail acharné qui attend nos équipes IT qui vont devoir corriger un très grand nombre d'applications pendant le week-end. Et c'est loin d'être fini puisque je rencontre encore cette faille aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait que cette faille est si problématique? Et c'est ce qu'on va regarder ensemble avec des exemples de code. C'est parti. Log4Shell, ça vient de Log4j. Qu'est-ce que c'est Log4j? Log4j, c'est une simple petite librairie qui vous permet de loguer des choses dans votre application. Ici, on va loguer dans notre console, donc on va voir ce qui se passe quand on va loguer nos opérations. Comment ça marche? On va créer une classe qui s'appelle logger, donc ici c'est un logger Log4j, donc qui utilise la librairie Log4j. Et ce logger, il va me permettre de loguer des informations. Ici, j'ai un endpoint. Alors, ce endpoint, je vais vous montrer comment il fonctionne. On va commencer par démarrer l'application. L'application, elle est démarrée en bas. Ici, c'est une application Spring Boot. Très simple. Comme vous voyez, c'est un simple endpoint qui récupère votre nom et qui ensuite vous dit hello. Voilà, donc là, j'ai mon nom. Je m'appelle NeuronAddict. Je fais un localhost 8080 name égale NeuronAddict. Je m'appelle NeuronAddict. Il me répond hello NeuronAddict. Vous voyez, c'est vraiment du Spring Boot extrêmement simple, à une particularité près. Petite particularité de mon application, j'ai volontairement choisi une version de Spring Boot, la 2.6.1, qui est vulnérable à Log4Shell. D'ailleurs, mon EDI me le dit. Vous voyez, là, on a 4 vulnérabilités, dont la 2021-44-228, qui est la vulnérabilité Log4Shell. Donc, je suis vulnérable à Log4Shell, mais alors, qu'est-ce que ça implique? Je vais retourner dans mon contrôleur et je vais regarder mon endpoint qui me dit hello. Vous voyez là, on est vraiment dans le basique de chez basique. Et vous remarquerez cette petite ligne, très simple aussi, qui va simplement loguer le user agent. Alors, le user agent, c'est quoi? Le user agent, pour rappel, c'est un en-tête que vous avez dans votre requête. Donc, je vais relancer ma requête curl en mode verbose. Et je vais voir les en-têtes de la requête et les en-têtes de la réponse, les en-têtes HTTP. Donc ici, je vois qu'on a lancé ma requête HTTP, et curl a automatiquement rajouté un en-tête, c'est l'en-tête user-agent, qui représente, c'est une chaîne de caractères qui explique quel type de client on utilise. Donc là, mon client que j'utilise, c'est curl. Donc on voit que le user-agent, c'est curl 850. Et je vais loguer ça ici, donc je vais dire user as user-agent, et je vais aller chercher l'en-tête user-agent dans la request, là, la HTTP servlet request, et je vais loguer tout ça. Et donc quand je vais loguer ça, je vais voir ça dans ma console, ça c'est les logs de mon application, et donc je vais voir ici user as user-agent curl 850. Et ça c'est logué avec Log4Shell, mais avec Log4Shell d'une version vulnérable. Mais alors qu'est-ce qui fait que Log4Shell est si dangereux, et pourquoi une ligne de log aussi simple que ça pourrait poser des problèmes de sécurité à mon application? Alors le diable se cache dans les détails. Vous avez peut-être remarqué, quand on lance l'application, on a quelque chose qui nous donne la JVM version. Alors là, j'ai relancé l'application avec JVM version, et là, ça me donne la version de la JVM. Ok, cette ligne de log, elle n'existe pas telle qu'elle. En fait, elle est interprétée avec la version réelle de ma JVM. Donc ça, c'est très pratique. C'est une fonctionnalité qui s'appelle le lookup. Et donc, je peux construire une ligne de log, mais au lieu de lui donner la version Java en dur, puisque je ne la connais pas forcément, je ne sais pas sur quelle JVM je vais démarrer mon application, et j'ai ce qu'on appelle des lookups, c'est-à-dire des expressions qui sont entre $, et ces expressions vont me permettre de faire des résolutions d'informations et de rajouter des variables dans mon code. Donc ça me permet par exemple de voir ce JVM version, et donc là j'ai la véritable version de ma JVM, j'ai pris volontairement une 1.8 181, on verra pourquoi tout à l'heure. On va aller regarder la doc pour voir ce que ça donne. Alors le lookup, ici c'est la page, je vous mettrai le lien dans la description bien évidemment. Alors le lookup c'est quelque chose qui est entre crochets, avec un $ devant, avec un préfixe et une clé. Donc le préfixe désigne le type de lookup que l'on va utiliser, et la clé, c'est ce qu'on va, l'information qu'on va aller rechercher. Là, on voit ici, on va utiliser le lookup. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a simplement des choses qui vont pouvoir être remplacées. Alors là, ce que j'ai utilisé, par exemple, c'est le Java lookup, si je dis pas de bêtises, voilà. Vous faites Java 2 points, donc on récupère le Java lookup, donc on va faire des recherches dans le module Java, et dans le module Java, on va aller chercher des choses comme version, runtime, VM version, etc., etc. Donc moi, j'ai utilisé le char Java version qui m'a donné la version de Java que l'on retrouve ici avec ce lookup
qui est ici. Voilà, Java version. Alors déjà, on peut remarquer quelque chose qui n'est pas forcément un problème de sécurité en soi, mais qui devrait déjà vous mettre la puce à l'oreille. C'est que, comme vous le savez, le user agent, je peux le changer. Alors, on va changer de user agent. On va rajouter un en-tête à notre requête HTTP. Je vais rester en verbose pour bien qu'on voit ce qui se passe. Et je vais mettre comme user agent coucou. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais déclarer moi-même le user agent. Ça veut dire que quand vous récupérez l'information du user agent dans les en-têtes, vous n'avez aucune garantie que le user agent est bien ce qu'on vous montre. Très souvent, les attaquants vont mettre des user agents totalement anodins alors qu'ils sont en train d'utiliser des bots, par exemple. Donc là, ici, je vais mettre mon user agent coucou. Et donc, vous voyez que dans les en-têtes de ma requête, j'ai le user agent coucou. OK? Et je récupère ça dans mon application user agent coucou. OK. Donc là, je vois que je peux modifier quelque chose et c'est quelque chose qui est logué. Alors, qu'est-ce qui se passe si je mets la JVM version ici? Alors, on va mettre la syntaxe. Donc, je peux lire dans la documentation Java version. Voilà. Et je vois que ce qui est logué, c'est la version de Java. Donc, ça veut dire que le lookup a été interprété et qu'on a été chercher ce lookup. Bon, est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui pourrait être dangereux? On va faire un petit tour des lookups et on va essayer de comprendre un petit peu l'étendue de tout ce que nous permettent les lookups. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante, hein. C'est très bien qu'elle existe en fait. Ici, je peux aller chercher des éléments à l'intérieur de mon application Java, de mon jar. Je peux aller récupérer la date, donc ça c'est extrêmement intéressant. Je peux dire, bah voilà, date, le machin, et c'est probablement ce qui est utilisé ici, là, parce que vous savez, quand vous avez une ligne de log, vous avez des informations avant. Donc ça, c'est probablement des choses qui sont récupérées avec des lookups. Je peux aller récupérer des variables d'environnement, donc ça aussi c'est intéressant. Il y a pas mal de choses que je peux faire. Alors on va s'intéresser à un type de lookup particulier qui présente en l'état un problème de sécurité. C'est le JNDI lookup. Alors je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de ce qu'est le JNDI, parce que vous avez beaucoup de tutos là-dessus, je vais vous laisser de la documentation dans la description. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le JNDI, c'est le Java Naming and Directory Interface. Ça nous permet d'interroger des éléments, ça nous permet d'interroger des annuaires en fait. Un annuaire, qu'est-ce que c'est? C'est un répertoire qui contient de l'information qu'on va pouvoir interroger. Un exemple comme ça, c'est le DNS. Le DNS, c'est une sorte d'annuaire. Je lui dis, bah tiens, est-ce que tu peux me donner l'adresse de neuronadic.org? Il va me répondre avec une adresse IP. Donc on va faire des associations, on va chercher des noms, et on va récupérer des informations sur des noms. Donc le JNDI, ça permet de gérer tout ça. C'est un système un peu ancien, aujourd'hui on n'utilise plus forcément ce genre de choses, mais vous avez encore quelque chose qui existe en entreprise, c'est le LDAP, qui fonctionne de cette façon-là. Donc c'est un annuaire avec toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, leur lien hiérarchique, leur nom, leur mail, etc., etc. Bon, alors comment ça marche le lookup? Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai modifié un petit peu un endpoint spécifiquement pour le DNS, puisqu'il existe une opération JNDI qui nous permet de faire du lookup DNS. Donc le lookup DNS, c'est tout simplement une recherche DNS qui va me prendre un nom de domaine et ça va me donner l'IP qui correspond ou d'autres informations, le MX, d'autres choses, un autre NS serveur, etc. Donc ça, c'est le principe du DNS et on va l'utiliser à travers l'interface lookup. Alors, comment ça marche? J'ai modifié un petit peu ce endpoint, donc je vous mettrai les modifications dans le code, vous pourrez les utiliser vous aussi, bien sûr. Je vais créer un initial dir context, donc je vais créer un contexte initial de type directory, donc le directory, c'est ce fameux répertoire annuaire. Ce répertoire annuaire, je vais lui passer un nom, et je vais lui dire, recherche-moi cette chaîne de caractères. Et en recherchant cette chaîne de caractères, je vais lui dire, récupère-moi l'enregistrement A, et je vais récupérer l'enregistrement A de la réponse, donc il y a deux get là, ici, parce que j'ai envie de renvoyer quelque chose de type objet qui puisse être lisible ensuite dans la réponse. Donc vous voyez que c'est une assez vieille API, on retourne des objets, donc c'est pas ouf, mais ça a fait le job, et c'est surtout comme ça qu'on va comprendre comment fonctionne le JNDI. Alors, ce endpoint DNS lookup, il va prendre justement le nom d'une ressource JNDI, et de cette ressource JNDI, il va récupérer les enregistrements DNS. Alors c'est parti.
Ok, donc pour interroger mon contexte, il me reste deux choses à faire que je vais passer à travers mon paramètre name, c'est de configurer mon contexte. Donc il y a une syntaxe spéciale pour ça qu'on va pouvoir réutiliser ensuite dans Log4Shell. C'est la construction de mon contexte et ensuite la question que je vais poser. Alors ce que je suis en train de faire ici, c'est que je suis en train d'interroger un DNS. Donc j'ai mis le protocole DNS en début de nom. Je lui dis, voici l'adresse IP du serveur DNS, donc ici j'ai pris les DNS for EU, je vous mettrai les liens dans la description. Et ensuite, la question que je vais poser, elle est ici. Donc ici on a une syntaxe plus compacte, qui nous évite d'avoir à créer un contexte. Et donc avec cette syntaxe, je vais à la fois déterminer le paramétrage du contexte auquel je vais poser la question, et la question que je vais poser. Donc ça veut dire que je vais interroger un serveur DNS, le serveur DNS sur l'IP 86.54.11.1, et je vais lui demander quelle est l'adresse IP de neuronadict.org. Donc quand on va interroger notre service, il va créer la requête DNS en passant ici dans la question le A, et ensuite il va récupérer le paramètre A. Donc il va dire j'interroge le paramètre A, on va récupérer le paramètre A, et ensuite on va faire notre get pour récupérer notre réponse. Donc de cette manière-là, on a été capable d'interroger un serveur DNS en passant cette chaîne de caractères à l'intérieur de l'API. Alors déjà, indépendamment de l'existence de ce endpoint, donc juste avec ça, maintenant qu'on sait qu'on peut faire ça avec le JNDI, on a un premier problème de sécurité. Alors qu'est-ce que c'est que ce problème de sécurité? Je vais revenir sur mon user agent que j'ai utilisé ici pour faire du Java version. Ok, donc là je fais mon Java version, on va enlever le V pour que ce soit plus clair. Là je récupère Java version et je log Java version. Donc on a vu qu'on pouvait faire du JNDI comme préfixe, comme c'est vu dans la documentation. On va rejeter un petit coup d'œil, on va aller voir notre documentation, les JNDI lookup, donc JNDI 2 points, et ma ressource lookup. Alors, qu'est-ce que je peux mettre dans ma ressource lookup par exemple? Dans ma ressource lookup, je pourrais mettre DNS et toute la ressource que j'ai utilisée ici. Donc je vais pouvoir donner une description complète et Log4j va se charger d'aller chercher le bon module de lookup. Donc ici, il va faire de la résolution DNS pour moi et il va résoudre Neuronadict pour moi. Voilà. Alors ici, j'ai pas directement la réponse, puisque j'ai un objet qui contient ma réponse, mais la réponse, elle est bien contenue là-dedans. Donc il faudrait ensuite que j'aille chercher les informations de la réponse à travers le JNDI. Mais ce qui est important, c'est que l'appel a été fait. Et on peut constater deux choses. D'abord, ça a été fourni par l'utilisateur. L'utilisateur, il a fourni la chaîne user agent et il a provoqué une requête DNS. Ça, c'est pas forcément voulu par le concepteur de ce endpoint. C'est-à-dire, quand on a fait ce endpoint, on s'attendait pas à ce qu'on résolve des DNS, là. Là, on s'attendait simplement à ce qu'on log le user agent. Donc, on a déjà un premier problème de sécurité. La deuxième chose qui est problématique avec ça, c'est que tout est à la main de l'attaquant. Donc, c'est en général, quand on a quelque chose à la main de l'attaquant, qu'il y a des problèmes de sécurité. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de mettre le serveur DNS de DNS4UE, l'attaquant mettait le sien? Alors comment est-ce qu'on va faire pour simuler ça? Ça va être très simple. Je vais créer mon propre serveur DNS. Donc on va imaginer que c'est le serveur DNS qui est contrôlé par l'attaquant. Pour se faire ça, je vais utiliser la commande N4. La commande N4, elle va me créer un socket, elle va ouvrir un socket sur le port 53 en UDP. Et donc le port 53 en UDP, c'est là-dessus qu'on fait les requêtes DNS. Donc je vais créer ce petit serveur, et quand je vais l'appeler, et ben, en l'appelant, ça va envoyer quelque chose sur ce serveur. Alors, je l'appelle attaqueur.local, en fait c'est mon serveur local, mais je l'appelle attaqueur.local pour bien que vous compreniez que ça, c'est quelque chose qui peut être à la main de l'attaquant. Alors, c'est à la main de l'attaquant, et là, si je cherche à résoudre le domaine neuronadict.org sur le serveur attaqueur.local, voilà, alors il se passe pas grand-chose, ça répond pas, parce que moi j'ai ouvert un serveur, mais je réponds rien du tout. Mais je vois dans mes logs, là je suis l'attaquant, donc je vois dans mes logs neuronadict.org qui a été demandé. Donc en fait, si on regardait ça en hexadécimal, on verrait exactement la requête qui a été faite. Là, on voit que le texte. Mais c'est pas grave, ça nous montre bien l'exemple. Alors, je vais démarrer mon serveur DNS, et donc je vais faire la même chose à travers Log4j, pour arriver ensuite à Log4Shell. Donc, au lieu de mettre les DNS for UE, je vais mettre
je vais mettre mon propre serveur. Alors, je vais mettre attaqueur.local, qui correspond, comme je vous dis, toujours à mon localhost, mais c'est pour bien que vous compreniez. Là, l'attaquant, il a accès, il sait qu'il a la possibilité de loguer quelque chose, probablement. Donc, il utilise ça pour faire en sorte que l'application lui envoie une requête DNS. Alors, c'est déjà pratique à un titre, c'est que là, vous voyez, là, je reçois quelque chose et je vois de qui je reçois la connexion. Donc ici, c'est le localhost. Donc forcément, puisque je suis sur ma machine locale. Et ça veut dire que déjà, l'attaquant aurait une information sur l'adresse IP qui est utilisée comme résolveur de la part de l'infrastructure qu'il est en train d'essayer de sonder. On va redémarrer notre serveur DNS et on va remarquer encore autre chose, c'est que la syntaxe, elle est récursive. Alors ça veut dire que là, je vais pouvoir mettre quelque chose. Et là, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Par exemple, il existe un lookup qui me permet de récupérer les variables d'environnement. Environnement lookup. Vous faites env, 2 points, et vous récupérez une variable d'environnement. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que quand j'ai lancé mon application, j'ai créé une variable qui s'appelle secret API key. Une variable d'environnement qui s'appelle secret API key, qui est à l'intérieur de mon application. L'application ne l'utilise pas, mais cette variable, elle existe. Et bien, avec cette manière de faire avec les DNS, je vais peut-être pouvoir récupérer la valeur. Donc, je vais faire secret API key. Voilà, donc ça, c'est une variable d'environnement qui est à l'intérieur de mon application. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'application, je vais faire un export secret API key égale quelque chose. Et donc, ce secret API key, il a une valeur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recherche DNS sur cette secret API key. Et comme je vais la faire avec le serveur DNS de l'attaquant, l'attaquant va recevoir, là, on va voir ce que ça donne, il reçoit la valeur de ma variable, vous voyez. Et ça, c'est la variable que j'ai créée au début. Là, j'ai fait un export. Voilà. Ça, c'est la commande que j'ai lancée avant de lancer mon serveur. J'ai créé une variable d'environnement qui s'appelle secret API key. Et cette variable d'environnement, eh ben, elle vient d'être exfiltrée sur le serveur DNS contrôlé par l'attaquant. Vous voyez, il n'a même pas besoin de répondre. Hein. Il a juste besoin de mettre du port 53 en UDP. Et vous voyez, il reçoit l'information. Pourquoi il reçoit l'information? Puisque ce que fait JNDI, c'est qu'il dit, bah ok, sur le serveur DNS attaqueur.local, je vais essayer de résoudre ce nom. Voilà, ce nom est justement constitué par une variable d'environnement. Et donc il exfiltre ce nom à travers les DNS. Et alors là, bon courage, dans une entreprise, alors sur une entreprise qui est bien sécurisée, vous avez un DNS interne, un DNS externe, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'application essaye de résoudre le DNS, c'est pas quelque chose qui sera arrêté par un proxy sortant, par exemple. Même si le proxy sortant est très utile, il sera probablement utile dans certains cas. Là, il va peut-être pas nous aider, puisque le DNS, ça s'exfiltre assez facilement. Donc là, j'ai un exemple typique d'attaque qui peut être mise en place avec le JNDI en abusant de cette fonctionnalité JNDI. Je fournis un serveur sur Internet qui est le serveur d'attaqueur.local. Je peux lui dire fais une résolution sur n'importe quel serveur. Donc je lui dis fais une résolution sur mon serveur et je lui demande de résoudre le nom avec une variable d'environnement. Donc des choses qui auraient dû rester dans les logs aujourd'hui là sont exfiltrées. Et donc si on regarde la documentation, voilà, on commence à avoir beaucoup de choses que l'attaquant il pourrait exfiltrer. Vous voyez, j'ai conteneur ID, conteneur name, là je suis dans le lookup de Docker. Voilà, j'ai des choses, je vois qu'il y a un lookup Kubernetes. Donc Kubernetes, je peux aller lui demander des informations sur Kubernetes, donc je pourrais récupérer des informations de configuration sur Kubernetes. J'ai les system properties, donc je peux exfiltrer les system properties. Et parmi les environnements, les variables d'environnement, il y a peut-être des clés de configuration de S3, des logins de cloud que je pourrais exfiltrer qui sont dans les variables d'environnement. Donc là, j'ai déjà un premier vecteur d'attaque qui est assez problématique. C'est pas Log4Shell encore. Là, on fait que de l'exfiltration, mais on a déjà beaucoup d'informations sur notre cible que l'attaquant va pouvoir utiliser et peut-être même exploiter. S'il récupère par exemple un S3, enfin les logins d'un S3, il va pouvoir aller chercher toutes vos datas. Bon, Log4Shell maintenant, comment ça marche? Eh bien, il existe un deuxième protocole dans le JNDI Lookup qui peut être utilisé de manière malveillante, un petit peu à la façon du DNS, c'est le LDAP. Alors, le LDAP, c'est un annuaire qui me renvoie des objets Java.
Donc si vous avez suivi l'épisode sur la désérialisation, vous devez commencer à vous dire, alors ça veut dire que si je renvoie des objets Java et que je mets ce que je veux dedans, là ça va être problématique. Alors comment est-ce que ça va marcher? Vous avez ici une classe qui s'appelle personne. Voilà, ça représente une personne. Alors c'est très très simple. Cette personne, elle a un nom. Elle a une méthode toString qui va montrer la représentation de cet objet pour qu'on puisse le retrouver dans nos logs. Bon. Alors cette classe personne, elle implémente aussi l'interface Object Factory. Object Factory, c'est pour dire que c'est un objet qu'on est capable de construire avec certains paramètres, notamment le paramètre name ici et le contexte. Ça veut dire que dans un contexte de lookup, on va être capable de construire l'objet en fonction du lookup qu'on a fait. Alors ici, le name, par exemple, c'est le nom, c'est le lookup que je vais envoyer, comme on l'a fait précédemment avec le DNS. Donc, je vais vous montrer l'exemple, vous allez comprendre. Donc cette classe personne, on est capable de la construire, et surtout on est capable de la distribuer. C'est-à-dire que là, j'ai créé un serveur LDAP, et ce serveur LDAP, alors il est assez simple, il utilise une petite librairie qui s'appelle unbound.id. Ce serveur LDAP, il démarre, là ici, vous le démarre sur le port 1389. Il possède deux paramètres, le Java Codebase et le class name, et il se contente de renvoyer une entrée. Alors les entrées, c'est ce qui va être renvoyé quand vous avez un annuaire LDAP. Donc chaque entrée a différents attributs. Et en fait, dans les attributs de cette entrée, on va envoyer la description d'une classe en lui disant « va chercher cette classe ici ». Alors comment ça marche? Les divers attributs que j'ai ici, on va lui dire « voici la Java Class Name de mon entrée ». Voici la Java Factory, donc là on mettra le nom de la classe qui est la classe personne, donc il va aller chercher une classe personne, il va aller chercher sa factory, donc il va prendre la personne et sa propre factory, donc il va être capable d'aller récupérer cette méthode getObjectInstance et l'appeler avec les différents paramètres, le name, puisque le name est connu à ce moment-là dans mon serveur LDAP. On va lui préciser que c'est une Java Naming Reference, donc lui dire qu'une classe qu'il va aller chercher, et on va lui donner une Java Codebase. Alors qu'est-ce que c'est la Codebase? La Codebase, c'est ceci. C'est un petit serveur sur lequel on va pouvoir récupérer les fichiers .class. Donc là, j'ai démarré un serveur sur le port 8000, et sur ce serveur, vous avez des fichiers classes. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai le fichier personne.class, je l'ai compilé pour la JVM8, parce que je sais que je cible une JVM8. Et donc, la Codebase va représenter un petit serveur web sur lequel on va pouvoir aller chercher des fichiers .class que l'on n'a pas. Pourquoi? Parce que là, mon application, elle ne connaît pas la Codebase, c'est pour ça que je l'ai mise à côté, mais il va être capable d'aller la chercher. Alors, je vais débugger le serveur LDAP, et on va faire un petit appel avec un cœur ici. Alors, je vais chercher une personne qui s'appelle NeuronAddict. Voilà, donc j'ai toujours mon JNDI. Cette fois-ci, je vais utiliser le protocole LDAP. Je vais lui donner, alors je ne vais pas mettre localhost, je vais mettre attaqueur.local, souvenez-vous, qui est relié sur mon localhost. Donc ça veut dire là que je serai sur un serveur qui serait contrôlé par l'attaquant, il est quelque part sur Internet, ce serveur. Et donc ce serveur, en envoyant cette chaîne de log, ce serveur va être appelé par le serveur web, donc c'est lui-même qui va aller chercher le contenu LDAP, et je vais lui dire, trouve-moi la chaîne NeuronAddict. Alors comme ce serveur, il renvoie que des personnes, vous allez voir que ça va fonctionner de cette manière-là. Alors, je lance ma requête, donc mon user agent avec mon JNDI LDAP, il me construit ma requête LDAP, il va sur attaqueur.local, le port 1389, et il demande la chaîne NeuronAddict. Et voilà, donc si vous regardez un petit peu, là je suis en debug, donc là j'ai commencé à traiter la requête qui vient d'être envoyée, donc là je suis sur le serveur de l'attaquant, le simple LDAP server, ça pourrait être le serveur de l'attaquant ou n'importe quel serveur LDAP. Donc ce serveur LDAP, si vous voyez résulte par exemple, là on retrouve la recherche qui a été faite, donc le base DN c'est NeuronAddict, etc. Donc divers paramètres. Et donc si je continue ici, j'ai mon base DN qui est retrouvé ici. Donc je crée une nouvelle entrée. Cette nouvelle entrée, je vais lui donner comme nom de classe personne. La Java Factory, c'est personne aussi, puisque cette personne est sa propre factory. Je vais lui dire que c'est une Java Naming Reference, et je vais lui donner la Java Codebase qui est sur le localhost 8000. Une fois qu'on est sur le localhost 8000, on va renvoyer tout ça. Donc ça veut dire que je vais renvoyer ma requête LDAP, et une fois que ma requête LDAP va revenir, qu'est-ce qui va se passer à mon niveau? La requête, on y répond, et on voit qu'ici,
on a récupéré l'objet personne, donc on a bien récupéré un objet personne, et surtout on voit sur le serveur que on a récupéré personne class. Alors qui est-ce qui a récupéré personne class? Eh bien c'est bien le serveur, c'est le serveur Spring qui a résolu le lookup, puisque c'est la librairie Log4j qui a résolu le lookup. En résolvant le lookup, elle a été chercher la classe personne class ici, et en allant ensuite chercher cette personne class, comme c'est une classe qui est sa propre factory, il a été capable de la reconstruire. Et donc il a reconstruit le person class, et comme dans sa factory, je lui ai dit, bah, prends ton name et crée une personne avec, et ben le name c'est neuronaddict, neuronaddict étant ce que j'ai demandé, c'est la question que j'ai posée. Donc ça veut dire que mon serveur LDAP est capable de renvoyer des objets. Alors, dans un contexte normal, ça ne poserait aucun problème. Si on était sur un annuaire d'entreprise, il n'y aurait pas de problème. Mais comme vous le voyez, ici, on est quand même en mesure d'appeler le serveur qu'on veut. Donc l'attaquant va pouvoir appeler le serveur qu'il veut, et donc il va pouvoir faire quelque chose de bien plus dangereux. Bon, bah qu'est-ce qu'il va faire notre attaquant? Vous vous doutez bien qu'il ne va pas vous envoyer une classe qui s'appelle personne. Il va envoyer une classe qui va tout simplement exécuter du code. Alors là, j'ai pris une classe qui va exécuter la commande GNOME Calculator au moment où elle est construite. Donc ça veut dire que là, on construit même pas l'object instance, on se contente de construire l'objet malicious class. C'est la object factory, ça va construire l'objet et ça va exécuter le code. Ça a pu marcher après, mais ça c'est pas grave, puisque le getObjectInstance il va retourner nul. Mais en fait, en réalité, on aura déjà construit l'object factory qui s'appelle malicious class, qui est la même object factory que sa propre classe. Et en se construisant, bah, elle va exécuter le runtime getRuntimeExec, donc c'est la commande Java qui va exécuter du code. Et donc ce code Java va être exécuté, et GNOME Calculator, ça va m'ouvrir la calculatrice, donc ça va nous démontrer qu'il y a bien du code qui a été exécuté, et que l'attaquant peut mettre ce qu'il veut ici. Alors le simple LDAP server, je vais le relancer. Dans ma Java Codebase, alors je vais vous montrer les configurations. Dans ma Java Codebase, je vais envoyer le attaqueur.local 8000, pour bien vous montrer que ça, on est sur le serveur de l'attaquant. Et on va renvoyer la classe malicious class qui est présente sur le petit serveur ici. Voilà, vous voyez malicious class.class, et je l'ai compilé avec Java 8. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien Java 8 sur le serveur? Bah, comme vous l'avez vu précédemment avec le DNS, on va pouvoir exfiltrer le Java version. Donc on va pouvoir détecter sur quelle version de Java on est en train d'attaquer. Donc je vais laisser ça en debug, donc je vais lancer le LDAP server en debug. Donc c'est parti. Et je vais lancer mon attaque. Donc c'est exactement le même type de requête. Dans mon user agent, je vais mettre un JNDI. Dans mon JNDI, je vais mettre du LDAP. Je vais lui dire, va sur le serveur attaqueur.local et récupère-moi la ressource A. Quelle que soit la ressource qu'on récupère, on va la récupérer et ça va l'exécuter. On va débugger et on va jeter un œil à ce qui se passe sur notre codebase. Donc pour l'instant, rien n'est appelé. Je vais envoyer mon entrée, donc Java class name, je vais lui dire, va me chercher une classe qui s'appelle malicious class, classe qui n'est pas dans le class path, donc il va essayer de la retrouver. La Java factory, c'est la même, c'est malicious class. Ensuite, l'object class, c'est un Java naming référence, donc on sait qu'on va aller chercher une référence vers une classe. Et la codebase, c'est attaqueur.local port 8000. Je vais ensuite renvoyer ceci, donc maintenant c'est le serveur qui est ici qui va prendre la main. Ce serveur, en prenant la main, il va résoudre le JNDI LDAP, il va aller chercher l'objet A. En allant chercher l'objet A, on retrouve malicious class constructeur called. Alors malicious class, pour rappel, quand on appelle son constructeur, elle est là. Et c'est ensuite qu'on va récupérer le getObjectInstance. Et là, on récupère un objet de type LDAP context, mais en fait, cet objet LDAP context, à partir du moment où il a été créé, c'est là que ma calculatrice a été lancée. Donc c'est pour ça qu'on voit que la calculatrice GNOME a été lancée. Donc que ce code-là a été exécuté. Et on le voit ici, sur le serveur Python, on a bien récupéré la classe malicious class. Donc en fait, en résolvant ce JNDI, on a été chercher la classe malicious class ici, sur la codebase. En allant la chercher sur la codebase, on a voulu créer la classe Object Factory. L'Object Factory, on l'a créé avec l'objet malicious class. C'est pour ça que le constructeur est appelé en premier. Et ensuite, on voit qu'on appelle la méthode getObjectInstance. Mais à partir du moment où on a appelé la getObjectInstance, le code a déjà été exécuté. Donc même si ça se passe mal, ça fait aucun problème pour l'attaquant. C'est pas du tout un problème pour lui, puisque le code a été exécuté. Et donc là, la calculatrice a popé.
Donc ça nous a montré que notre attaque a été réussie. Alors petite précision justement, pourquoi est-ce que j'ai utilisé la JVM 1.8.181? C'est justement parce que cette exploitation de Log4Shell utilise une vulnérabilité de la JVM qui est que la configuration de la code base est incorrecte. C'est-à-dire que toute JVM, normalement, devrait dire « voici les URL sur lesquelles j'accepte d'aller chercher une classe, en fait ». Et donc, évidemment, attaqueur.local ne devrait pas faire partie de cette code base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je récupère la code base avec attaqueur.local port 8000, par défaut, ça ne devrait pas être interprété par la JVM. Eh bien, la JVM 1.8.181 et les précédentes présentaient le défaut de ne pas correctement whitelister les code bases, et donc on devait... C'était pas la peine de lui donner les URL des code bases pour lesquels on acceptait que la JVM aille chercher le code. Donc elle allait chercher le code n'importe où. Donc c'est pour ça qu'on conseille en plus d'upgrader la JVM pour éviter ce type de problème. Mais attention, même avec une JVM upgradée plus haute, j'ai quand même la possibilité de lancer une classe qui est à l'intérieur de mon ClassPath. Donc il existe encore des possibilités d'exploitation. Là, je vous ai montré la plus simple, mais il y a des possibilités d'exploitation, donc ce n'est pas parce que vous upgradez votre JVM que vous allez pouvoir corriger Log4Shell. Bon, comment on corrige ça? La meilleure correction, la plus robuste, ça va être de mettre à jour. Alors, comment mettre à jour? On va regarder un petit peu les release notes ici, et notamment le bulletin de sécurité de Log4j sur les différentes failles. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Log4Shell, vous avez la possibilité de faire du JNDI, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les lookups. Et en fait, comme il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les lookups, il y a d'autres vulnérabilités qui sont sorties à peu près en même temps. Donc c'était assez cocasse, puisqu'on disait aux gens, patchez vite sur la version 2.15, et le lendemain, on retournait les voir, on leur disait, ah, faut patcher sur la 2.16, ah bah finalement, faut patcher sur la 2.17. Donc c'était assez cocasse, donc du coup, il y a des gens qui nous disaient, mais attendez, nous, on va pas patcher, dites-nous vraiment à quelle version il faut arriver, parce qu'on en a marre de patcher, on peut pas faire que ça. Donc ça, voilà, les informations tombant petit à petit, il a fallu patcher un petit peu les différentes versions à la suite. Alors vous avez la 2.15.0, donc ça c'est la première version qui a proposé une correction de ce problème. Donc elle a proposé une correction partielle. Il y a certains protocoles qui ont été déclarés unsafe, mais on a conservé le Java et le LDAP parmi les protocoles. Le LDAP ne pouvait accéder qu'à des objets primitifs Java, donc on ne pouvait plus construire de classes, et il n'allait chercher les classes que sur localhost. Donc déjà, on a réduit la surface d'attaque, puisqu'on ne peut plus avoir de code base à distance, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ce petit serveur Python qui serait quelque part sur Internet, et où l'attaquant se servirait pour servir les fichiers classes qui auraient été récupérés par la JVM. Donc ça, la 2.15.0, elle propose une première correction, même si elle est incomplète, elle corrige au moins la vulnérabilité telle que je vous l'ai montré. Alors j'ai fait un petit hack avec Spring pour vous expliquer ça. Donc on a Log4j qui est exclu du Log4j qui est ici. Ensuite, j'ai forcé Log4j à 2.15, donc là on a du Log4j 2.15 partout, et on va regarder si ça corrige notre problème. Alors, c'est parti. Ok, donc mon serveur a démarré, et on va regarder si notre attaque, elle fonctionne. Donc j'ai mon petit serveur Python qui sert la classe, et là on voit que, la classe n'a pas été, on l'a pas appelée, on n'a pas cherché à récupérer malicious class, donc la JVM n'a pas cherché à faire ça. Et probablement le JNDI n'a pas été interprété. Alors est-ce que notre correction est suffisante? Eh bien pas vraiment. Elle va nous permettre de corriger on va plus pouvoir exploiter Log4Shell de la manière dont je vous l'ai montré. Mais en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs versions qui se sont empilées avec plusieurs autres problèmes de sécurité. Alors on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Il y a la 2.16.0 qui est sortie et qui permettait de définitivement désactiver le JNDI. Donc ça, c'était plutôt un ajout, on a rajouté de la robustesse à la correction qui était faite en prévision de possibles vulnérabilités qui arriveraient après. Et donc il y a probablement des vulnérabilités qui ont été évitées par la 2.16.0. Donc on a encouragé tout le monde à passer à la 2.16.0 pour dire, bah voilà, on a rendu plus robuste la correction, donc passez à la 2.16.0 pour être sûr qu'il n'y ait pas de nouvelles vulnérabilités découvertes à laquelle vous serez vulnérable. Donc on a bien corrigé la 2021-44-228. Pour rappel, les vulnérabilités, elles sont toutes dans une base de données. C'est la base de données de CVE, donc du moins les vulnérabilités qui sont connues, sur les produits open source notamment. Et donc ça permet de savoir à quelle version je dois patcher pour corriger telle ou telle vulnérabilité. Mais si on regarde
le bulletin de sécurité de Apache Log4j. Donc si on regarde a posteriori, hein, maintenant que toutes les failles ont été découvertes, on s'aperçoit que, vous voyez, vous avez la 2021-45-046 qui a démontré que le fixe qui a été adressé en 2.15.0 était incomplet. Et dans certaines configurations, il était encore possible de faire des exploitations. Donc ici, on utilisait le thread context map. Et on pouvait utiliser ça pour faire une requête JNDI malicieuse. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de cette vulnérabilité, ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo, mais là ce serait beaucoup trop long. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que la correction n'était pas suffisante, donc il fallait encore passer à une correction au-delà. Donc ici, c'est la 2.17.0. Donc on a eu la 2.16.0 à laquelle il fallait passer, et finalement, il faut monter encore sur la 2.17.0 pour corriger la 2021-45.046. Et vous avez la 45.105. Celle-ci, c'est une vulnérabilité de déni de service. Donc le déni de service, hein, je vous rappelle, c'est quand votre application ne fonctionne plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec cette vulnérabilité? Effectivement, il était encore possible de provoquer, en utilisant la récursivité dans les expressions, de provoquer un déni de service. C'est-à-dire que le pattern s'appelait de manière récursive et la pile Java était complètement floudée, et donc votre service ne fonctionnera plus. Donc ici, la mitigation, c'est de passer également en Java 2.17.0, donc il faut bien passer en Java 2.17.0 pour corriger toutes ces vulnérabilités. Mais il y en a encore une qui a été découverte, alors celle-là, elle fonctionne aussi, mais c'est un peu plus compliqué, donc là, il y a encore certaines conditions qui sont ajoutées, donc vous voyez, le score est quand même beaucoup plus bas. Alors là, le CVSS score, c'est le score de la vulnérabilité. Celle que je vous ai montrée, elle a le score le plus haut, 10, puisque vous avez vu qu'on peut faire n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut sur le serveur. Celles-ci, elles ont un score plus petit parce qu'il y a beaucoup plus de conditions pour faire fonctionner ces vulnérabilités. Et là, on monte en 2.17.1. Donc si j'ai un conseil à vous donner, montez directement 2.17.1 et vous allez corriger directement toute la série des vulnérabilités Log4Shell, donc vous n'aurez plus de problème avec les vulnérabilités de type Log4Shell. Donc la 2.17.1, elle est ici. Bon, comment est-ce qu'on va corriger ça? Alors déjà, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai enlevé mon petit hack avec Log4j, etc. Et au lieu de mettre directement, de monter une version directement Log4j, puisque j'utilise Spring Boot, c'est Spring Boot que je vais mettre à jour. Donc je vais passer de la 2.6.1, qui était la dernière version vulnérable avec Log4j, avec Log4Shell, à la 2.6.2. Alors on va regarder ce qui se passe au niveau de mes dépendances. Donc là, j'ai mon Spring Boot Starter Log4j, et il est bien passé en 2.17.0. Alors il n'est pas encore en 2.17.1, mais il est en 2.17.0. Et ça va probablement nous aider à corriger la vulnérabilité en question. Alors on va redémarrer notre serveur, donc c'est parti. Voilà, donc mon serveur il a redémarré avec la version 2.17 de Log4j, et donc si j'essaye mon attaque LDAP, ça va pas fonctionner. La calculatrice n'a pas popé, et si je regarde mon serveur Python, on n'a pas été chercher de code, donc l'attaque n'a pas du tout fonctionné, le JNDI n'a même pas été interprété. On va essayer avec les DNS, si je fais l'attaque de type DNS. Voilà, donc là j'ai lancé mon petit N4 pour faire un serveur DNS, et donc je vais lancer mon attaque de type DNS, et on voit que c'est pareil. Le JNDI DNS n'a pas l'air d'avoir été interprété, il n'a pas été cherché les DNS, et le serveur DNS n'a rien reçu. Donc avec la 2.17.0, on a déjà fixé pas mal de choses, donc on pourra remonter une version ensuite pour passer à la 2.17.1 comme je vous expliquais. Mais déjà, on a patché pas mal de failles, et on a une vulnérabilité vraiment, voilà, on a vraiment un danger qui a été complètement écarté. Alors c'est pas forcément fini, puisqu'il y a quand même une subtilité, c'est que la 2.17.0 et donc la 2.17.1, elles ont besoin de Java 8 minimum. Donc si vous êtes en Java 7 et que vous êtes en train de faire votre migration pour aller vers Java 8, comment est-ce que vous faites pour patcher Log4Shell correctement? Eh bien, il existe des versions, donc notamment la 2.12.2 jusqu'à la 2.12.4, qui sont des versions qui sont compatibles avec Java 7. Donc ces versions, vous allez les trouver ici. Et donc ces versions, ce sont des backports qu'on a faites, c'est-à-dire qu'on a patché les versions 2.12, on a proposé des fixes de sécurité pour ces versions pour permettre aux gens qui ont Java 7 de pouvoir continuer à utiliser Log4j de manière safe. Alors qu'est-ce qu'elles font ces corrections? On va reconnaître un petit peu ce qu'on a vu dans les autres corrections, c'est qu'on a disable par défaut le JNDI lookup, donc ça c'est ce qui était fait dans la 2.15.0. Ensuite, il faut réactiver explicitement le protocole. Ici, on a fixé le string substitution recursion. Donc la récursion, c'est ce que je vous disais pour la faille de déni de service. Donc ça corrige la faille de déni de service. Et ensuite, la 2.12.4, là, on parle de JMS appender sur les JNDI ressources. Donc avec le JDBC. Donc ça, c'est la dernière vulnérabilité qui avait le score 6.
Donc c'est celle-ci qui permet de faire une RCE aussi, mais uniquement sous certaines conditions. Donc ces versions-là, si vous êtes bloqué en Java 7, vous êtes en train de faire votre migration en Java 8, et bien vous pouvez utiliser ces versions-là pour corriger quand même. Alors il existe aussi des workarounds. Alors un workaround, c'est une solution temporaire qu'il faut vraiment utiliser quand on n'a pas le choix. C'est-à-dire que le workaround, ça va être une configuration, quelque chose qu'on va pouvoir mettre sur une application pour corriger de manière temporaire, avant une correction plus pérenne, un problème de sécurité. Vous l'utilisez pour pallier à l'urgence, mais il faut toujours penser, quand on applique un workaround, à planifier une correction pérenne. Alors ça peut être en attendant un fixe, ça peut être en attendant une mise à jour de l'éditeur, ça peut être en attendant un redéploiement de la part de l'équipe de développement. Mais soyez prudent avec les workarounds, ne vous dites jamais, ça y est, c'est plié, j'ai mis le workaround, je suis tranquille. Faites des corrections pérennes, comme on a fait ici avec les mises à jour. Alors là, il y a plusieurs workarounds qui sont proposés. Il y a le fait de mettre la system property ici. Alors moi, je suis repassé sur l'ancienne version de Spring, la 2.6.1, donc je suis de retour sur un serveur vulnérable, et on me dit que le comportement il peut être mitigé, donc ça veut dire qu'il va être moins dangereux, si on utilise la system property log4j2 format message no lookup à true. Alors personnellement j'ai essayé, voilà, donc là je mets log4j2 format message no lookup à true, je suis repassé sur une version vulnérable, donc la 2.6.1 et non pas la 2.6.2, et on va regarder ce qui se passe si je retente une attaque. Voilà, donc le serveur est démarré, et on voit que la calculatrice a popé. Donc moi je suis pas convaincu par cette correction, ou alors je l'ai peut-être pas très bien appliquée, mais en tout cas, en l'état, elle ne fonctionne pas. Une autre correction qui est plus bourrin, mais qui va fonctionner, même si c'est que temporaire, c'est d'effacer directement la classe JNDI-Lookup dans Log4j. Alors ça aura probablement l'effet de bord de créer des stack traces, qui sont pas forcément voulus, mais ce sera un workaround, puisque là, dans votre jar, vous allez directement supprimer la classe qui pose problème, et donc là, vous n'allez, voilà, le Log4j sera plus exploitable avec le JNDI. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être pratique, mais si vous avez un déploiement automatisé, c'est pas forcément simple. Donc ça aussi, c'est de l'ordre du workaround, mais c'est quelque chose qui peut vous protéger. Et alors, une autre correction intéressante, puisque je vous avais parlé de la code base, en fait, les versions de la JVM qui vont au-delà de la version que j'utilise, donc moi je suis en 1.8.181 volontairement, puisqu'en fait à partir de la 1.8.191 à peu près, il faut explicitement dire dans la JVM quels sont les domaines sur lesquels j'accepte d'aller chercher du code. Donc évidemment, la JVM sur laquelle tourne mon application, on ne va pas lui donner l'adresse de l'attaquant en lui disant on va chercher du code sur l'adresse de l'attaquant. Donc à partir d'une JVM 8 plus récente, elle n'ira pas chercher du code sur la code base si on ne lui a pas dit explicitement voici une code base, tu peux aller chercher du code, elle est de confiance. Donc ça aussi c'est une possible correction. La code base en fait, ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez une code base ici, moi ça me permet de servir des classes que la victime n'a pas. Mais si vous ne pouvez pas exploiter la code base, l'attaquant il a quand même la possibilité d'essayer de créer des classes qui sont dans votre classe pass. Donc ça reste une correction qui est partielle. Mais c'est quelque chose qui peut dépanner, donc déjà c'est une correction à faire, c'est une brique de plus dans votre sécurité. Mais il faut bien être conscient que ça fait pas tout. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, pensez à la liker si elle vous a plu, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Alors c'est quoi les prochaines vidéos qui vont arriver? Je prépare une série sur l'intelligence artificielle, donc on va parler de prompt injection, on va parler de toutes les attaques qui sont possibles sur des applications d'intelligence artificielle, puis ce sera pour moi l'occasion de vous partager des morceaux de code que vous pourrez réutiliser pour faire vos propres applications d'intelligence artificielle. Et je prépare aussi une vidéo sur la faille que j'ai le plus souvent rencontrée. Cette faille, je la rencontre partout et je tiens à vous en parler parce que je ne veux plus que vous la fassiez. Alors évidemment, je vous laisse la surprise. Mais ça va arriver très prochainement, on va parler de ça. Et ça, c'est une faille que vous avez sûrement fait et je pense qu'après cette vidéo, vous ne la referez plus. Donc je vous donne rendez-vous pour la suite et puis je vous dis à bientôt.